Parfois, la montagne tue vite, parfois lentement. Mais si cette histoire est devenue une légende, ce n'est pas à cause de la mort de ces gens, mais à cause de ce qui s'est passé ensuite. Quand un article de journal a transformé la tragédie en affaire criminelle et la survivante en suspecte. Pologne, 3 août 1925. La famille Kaźnika passe ses vacances à Zakopane et décide de partir en randonnée dans les montagnes des Tatres. Le chef de famille est Kazimierz Kaźnika, un procureur de Varsovie âgé de 42 ans. Il est accompagné de sa femme, Zofia, et de leur fils de 12 ans, Václav. Ils sont déjà allés en montagne, mais on ne peut pas les qualifier d'alpinistes ni même de randonneurs expérimentés. Une famille de citadins ordinaires qui a décidé de passer des vacances actives. L'objectif de l'itinéraire est le col de glace dans les Tatres slovaques, qui faisait alors encore partie de la Tchécoslovaquie. Le plan était simple. Partir du village de Stary Smokovec, atteindre les 5 lacs où se trouve un refuge, puis monter au col, descendre dans la vallée de Jaworova et revenir à Zakopane. Un itinéraire en boucle, sans nuitée. Long, fatigant, mais techniquement peu difficile. Il ne requiert que de l'endurance et de la persévérance. En août, la lumière du jour dure encore assez longtemps, donc en respectant les règles élémentaires de sécurité, tout aurait dû bien se terminer. La veille au soir, à l'hôtel, Casimir avait étudié la carte à la lueur d'une lampe à pétrole. L'itinéraire semblait clair, un dénivelé important, mais sans passage technique. Zofia avait préparé un thermos de thé chaud, des sandwichs et quelques tablettes de chocolat. Václav avait vérifié ses nouvelles chaussures, rigides, pas encore faites à ses pieds, mais solides. Vers 6 heures du matin, la famille quitte Stary Smokovec. L'air est frais, il sent la résine de pin et la terre humide. Pour un touriste moyen mais expérimenté, cet itinéraire prend environ 11 heures. Pour la famille Kaźnica, probablement plus. Ce jour-là, le temps était exécrable dès le début. Des nuages bas s'accrochaient au sommet, une pluie fine et insistante tombait, et un vent fort courbait les genévriers. Les premiers kilomètres sont faciles, le sentier est battu, balisé, large. Casimir marche en tête, se retournant de temps en temps pour vérifier comment tiennent sa femme et son fils. Zofia avance d'un pas régulier, sa respiration est calme. Václav est un peu à la traîne, ses chaussures le serrent, mais le garçon essaie de ne pas se plaindre. À mesure qu'il monte, le sentier se rétrécit, les pierres sous leurs pieds deviennent glissantes à cause de la pluie. À 11 heures du matin, la famille atteint enfin le refuge Terio-Chata, le point de départ de l'assaut du col de glace. Ils sont tous trempés et fatigués. Casimir enlève ses lunettes, les essuie avec son mouchoir, mais les verres restent embués par les gouttelettes. Zofia verse le thé du thermos. Václav s'assoit sur un banc à l'entrée et retire ses chaussures. Une tache rouge sur le talon, une ampoule commence à se former. Dans le refuge se trouvent 4 jeunes alpinistes. Ils viennent de descendre de la montagne et attendent que le temps s'améliore pour retourner à Zakopane. D'ailleurs, leur itinéraire de retour est le même que celui prévu par la famille Kaźnika, par le col de glace. Les jeunes gens sont assis près du poêle, faisant sécher leurs chaussettes et échangeant des plaisanteries. Sur la table, une carte, des mousquetons, un rouleau de cordes. Ces alpinistes sont Jan Alfred Szczepanski, 23 ans, grand, sec, avec des traits anguleux. À l'époque, il ne pratique l'alpinisme que depuis 2 ans, mais il deviendra un grimpeur célèbre et participera à de nombreuses expéditions dans les Tatres, les Alpes et les Andes. Son frère, Alfred Szczepanski, 17 ans, également débutant, plus silencieux, plus prudent. Stanisław Zaremba, 22 ans, le plus expérimenté du groupe malgré son âge, trapu, les épaules larges, habitué à prendre ses responsabilités. Et enfin, Richard Wasserberger, 21 ans, alpiniste débutant, étudiant à la faculté de philosophie de l'université Jagellonne.
C'est lui qui se révèle le plus sociable. Il engage rapidement la conversation avec la famille Kashnitsa, s'enquiert de leurs projets, leur propose du thé chaud de sa tasse. Kazimierz comprend que la partie la plus difficile du chemin les attend. Il voit le vent déchirer les nuages au-dessus du col. Il entend son grondement dans les rochers. Il demande aux alpinistes de les accompagner. Selon une autre version, c'est Wasserberger qui a proposé à la famille de se joindre à eux pour franchir le col ensemble, prétendant que ce serait plus sûr et plus amusant. Mais il est évident que tous les jeunes gens n'étaient pas ravis de traîner avec eux 3 amateurs, surtout avec un enfant. Jan Szczepanski affirmera plus tard que c'était l'idée de Wasserberger et que celui-ci avait insisté sur le fait qu'il prendrait soin de ses nouvelles connaissances. Zaremba resta silencieux, mais son regard était éloquent, un fardeau supplémentaire. Quoi qu'il en soit, à 11h30, tout le monde quitte le refuge. La pluie a redoublé. Le vent souffle maintenant de face, cinglant, froid. La famille avance très lentement et ralentit manifestement les jeunes hommes. Les alpinistes marchent avec une légère irritation. Tantôt ils s'arrêtent pour attendre, tantôt ils échangent des regards. Kazimierz, dont les lunettes sont constamment trempées par la pluie, est obligé de s'arrêter sans cesse pour les essuyer. Les verres s'embuent de l'intérieur, les gouttes coulent à l'extérieur. Il plisse les yeux, essayant de distinguer le sentier. Zofia reste près de son fils, le soutenant par le coude lorsque les pierres sous leurs pieds deviennent particulièrement glissantes. La pluie s'intensifie, le sentier se transforme en torrent, l'eau dévale les pierres, formant de petites cascades. Vaclav glisse, s'agrippe à une pierre, s'érafle la paume. Zofia sort un mouchoir et bande la main du garçon. Les alpinistes ne cachent plus leur impatience. Zaremba regarde sa montre, le temps file. Pourtant, le groupe au complet atteint le plus haut lac des Tatras, situé à 2057 mètres d'altitude, presque au pied du col. L'eau du lac est sombre, presque noire, ridée par le vent. Les rives sont nues, sans végétation, seulement des pierres, du lichen et d'étroites bandes de neige dans les crevasses. L'air ici est déjà différent, raréfié, froid, il sent la pierre mouillée et l'ozone. À ce moment, les alpinistes sont définitivement déçus par l'idée de jouer les nounous pour des compagnons de route accidentels. Ils s'écartent et commencent à discuter entre eux. Leurs voix sont étouffées, mais Kazimierz entend tout de même des bribes de phrases. Il propose de laisser l'un d'eux pour accompagner les touristes, pendant que les autres franchiront le col à un rythme normal. Il s'apprête même à tirer au sort. Zaremba sort une pièce de sa poche. Mais Wasserberger, qui est à l'origine de tout cela, se porte volontaire. Il dit calmement, sans emphase, « Je reste, allez-y ». Ses 3 camarades échangent un regard, haussent les épaules, enfilent leur sac à dos et disparaissent derrière le col. Leurs silhouettes se dissolvent rapidement dans les nuages bas. La famille Kashnika et Wasserberger commencent l'ascension. Ils progressent de plus en plus lentement. Ici, le sentier est presque vertical. Il faut s'agripper aux saillies avec les mains. Les pierres sont coupantes, froides, mouillées. Le vent s'est depuis longtemps transformé en ouragan. Il siffle aux oreilles, coupe le souffle, pousse dans le dos. La pluie a laissé place à la grêle. De petits grêlons glacés frappent les visages, se logent dans les plis des vêtements. Kazimierz sent ses doigts s'engourdir. Zofia enroule une écharpe autour de la tête de Vaclav, mais le garçon tremble quand même. Ils n'atteignent le col qu'à 3h30 de l'après-midi, ce qui est bien trop tard. Le soleil décline déjà, bien qu'on ne le voit pas à travers les nuages. Tous sont à bout de force. Vaclav, 12 ans, se plaint de se sentir mal. Il dit qu'il a la tête qui tourne, qu'il a la nausée. Kazimierz traîne à peine les pieds. Sa respiration est lourde, sifflante. C'est Zofia qui tient le mieux. Elle a 10 ans de moins que son mari et est plus habituée à l'effort physique. Au col même, le vent atteint une telle force qu'il est impossible de se tenir debout. Il faut littéralement ramper, s'accrochant aux pierres pour ne pas être emporté dans le vide.
Wasserburger crie quelque chose, mais on ne distingue pas ses mots. Le vent couvre tout. Il montre du doigt vers le bas pour dire qu'il faut descendre, que ce sera plus calme là-bas. Espérant qu'il sera effectivement plus facile de respirer en bas, ils essaient de quitter le col le plus vite possible. La descente est raide, glissante. Les pierres sous leurs pieds roulent et dévalent le pente avec un bruit sourd. Mais à 1880 mètres d'altitude, le garçon est si affaibli qu'il ne peut plus marcher seul. Ses jambes flageolent, son regard se brouille. Il s'assoit sur une pierre, la tête entre les genoux. Zofia le secoue par les épaules, mais Václav ne fait que hocher la tête. Il faut le porter. Wasserburger attrape l'adolescent, passe son bras sur son épaule et le serre par la taille. La mère prend le sac à dos de son fils, lourd, trempé, dont les bretelles scient les épaules. Quelques minutes plus tard, Kazimierz s'assoit sur une pierre et déclare lui aussi qu'il n'en peut plus. Sa voix est faible, sa respiration superficielle. Son visage est gris, ses lèvres bleuâtres. Il s'appuie sur ses genoux, essaie de reprendre son souffle, mais l'air semble lui manquer. Le dénouement est catastrophiquement rapide. Zofia est saisie d'horreur. Elle voit son mari s'affaisser, ses yeux devenir vitreux. Elle supplie Wasserburger de l'aider, crie, s'accroche à sa manche. Mais lui, ayant épuisé ses dernières forces à aider la famille, répond d'une voix rauque, les dents serrées. « Je me sens très mal aussi. Je vous aiderai de tout mon cœur, mais maintenant, vous allez devoir vous débrouiller seul. » Sous le vent déchaîné, c'est maintenant Zofia qui guide son fils et un Wasserburger épuisé vers l'abri le plus proche, derrière un rocher. C'est une petite crevasse entre deux énormes pierres, où le vent est un peu moins fort et où l'on peut au moins s'asseoir. Elle leur donne un peu de chocolat, brisant la tablette de ses mains tremblantes et glissant des morceaux dans la bouche du garçon. Elle sort de son sac une flasque de cognac et leur en donne une gorgée à chacun. Retenez ce moment, il deviendra crucial. Immédiatement après, la femme se précipite vers son mari, resté sur le sentier une trentaine de mètres plus haut. Elle veut le traîner jusqu'à l'abri, l'aider à descendre. Elle remonte, s'agrippant aux pierres, à bout de souffle. Mais quand elle revient, Kazimierz gît déjà sans vie parmi les rochers. Il a glissé du sentier et tombé sur le côté, un bras tendu en avant. Ses yeux sont ouverts, mais ne voit plus rien. Zofia tombe à genoux près de lui, le secoue par les épaules, l'appelle par son nom. Rien. En larmes, elle retourne en courant vers le rocher pour appeler Wasserburger à l'aide. Et là, elle voit une scène véritablement effroyable. À l'ombre de la grosse pierre, gît son fils, sans vie. Il a glissé le long de la pente, a sans doute essayé de se relever, de faire quelques pas, et il est tombé. Son visage est pâle, ses lèvres cyanosées. Et quelques mètres plus bas gît le jeune alpiniste, le crâne fracassé. Lui aussi a probablement tenté de se relever, a glissé et s'est cogné la tête contre une pierre. La pluie lave déjà le sang sur les rochers. Tous deux sont morts. En 15 minutes, sous les yeux de la femme, 3 personnes meurent. En état de choc, Zofia n'essaie même pas de descendre. La logique est absente, il ne reste que la stupeur. Toute la nuit, elle va d'un corps à l'autre. D'abord son mari, puis son fils, puis Wasserburger. Elle essaie de les couvrir avec des vêtements, de redresser leur col, de fermer leurs yeux. Elle leur parle comme s'ils étaient vivants. Le vent ne faiblit pas. La pluie se change en neige, puis redevient pluie. La température chute encore. La femme tremble, ses dents claquent, mais elle ne part pas. Apparemment, elle attend que la mort la prenne elle aussi. Elle reste parmi les morts pendant 2 jours. Elle ne mange pas, ne boit pas. Assise sur une pierre, les genoux dans les bras, elle se balance d'avant en arrière. Parfois, elle se lève, fait quelques pas, se rassied. Ses pensées s'embrouillent, la réalité se dérobe. Ce n'est que le matin du 5 août 1925, quand le vent se calme enfin et que les premiers rayons de soleil apparaissent, qu'elle descend dans la vallée. Elle avance lentement, trébuche,
tombe, se relève. Dans la vallée, elle rencontre Mariusz Zaruski, un guide local qui mène un groupe de touristes. Elle lui raconte ce qui s'est passé, de manière confuse, avec des pauses, d'une voix sans intonation. Il organise rapidement une opération de recherche et envoie un messager à Zakopane. Dès le 5 août, les sauveteurs trouvent les corps. Ils montent avec des civières, des cordes, des couvertures. Ils trouvent d'abord Kazimiez, gisant tel que Zofia l'avait laissé. Puis Václav et Wasserberger, un peu plus bas sur la pente. Le 6, les 3 corps sont transportés à Zakopane. Ils sont déposés à la morgue de l'hôpital local. L'histoire semblerait terminée. Un accident de plus en montagne, dû au mauvais temps et à une préparation insuffisante. Cela arrive chaque année. Des gens surestiment leurs forces, sous-estiment la montagne, se font piéger par la météo. Mais soudain, l'histoire entre dans une toute nouvelle phase. Le 8 août, soit un jour après la descente des corps, un journal polonais publie une brève intitulée « 3 nouvelles victimes des Tatras ». Courte, un quart de page, sans photo. Elle dit à peu près ceci. Aujourd'hui, nous apprenons de Zakopane que sur le col de glace, du côté tchèque, le procureur de la Cour suprême Kašnitsa, ainsi que son fils et un inconnu, ont été victimes de la montagne. Ils ont été retrouvés morts. On ne sait pas encore si la mort est due à une chute ou au gel. Les détails manquent. Même le nom de Wasserberger n'y figure pas. Et c'est un détail très intéressant. Il est absent parce que ses camarades, redescendus à Zakopane, n'ont pas signalé sa disparition. Pourtant, le jeune homme manquait à l'appel depuis plusieurs jours. Ils étaient rentrés en ville, avaient pris une chambre d'hôtel, s'étaient changés et étaient restés silencieux. Peut-être espérait-il que Wasserberger descendrait par ses propres moyens. Peut-être ne savait-il tout simplement pas quoi faire. Le 8 août, une autre brève paraît. Cette fois, le nom de Wasserberger apparaît, avec la mention de son statut d'étudiant. On y lit que l'épouse du procureur a, par un heureux hasard, échappé au sort de son mari. Le ton est neutre, sans sous-entendu. Mais l'article clé est publié le 11 août. Son titre « Le mystère de la mort de 3 personnes au col de glace. L'opinion publique exige une clarification complète de cette affaire. » Le titre lui-même est intrigant. Non pas tragédie, mais mystère. Pas accident, mais exige une clarification. Dans cet article, l'histoire est exposée avec une foule de détails. L'auteur cite des propos de la famille Kajnica et de Wasserberger. On ignore d'où il les tient, puisque tous les 3 sont morts et que Zofia n'a encore fait aucune déposition. Il décrit comment les 2 groupes se sont séparés, comment les alpinistes ont abandonné la famille. Il reconstitue en détail le déroulement des événements, avec les heures, les altitudes, les conditions météorologiques. Mais le plus intéressant, c'est que le texte contient un détail énigmatique. L'auteur insinue sans équivoque que la responsable de la tragédie est Zofia Kajnica, qui aurait fait boire à ses compagnons un cognac empoisonné. Ce même auteur affirme que toute la famille était composée de touristes expérimentés, avec une grande expérience de la montagne, ce qui est totalement faux. Et il qualifie d'absurdes tous les arguments selon lesquels l'accident serait dû aux conditions météorologiques. Selon lui, des gens expérimentés ne meurent pas en montagne sans raison. Il y a donc autre chose. Et cet article est la clé. Il transforme un simple accident en légende urbaine, en mythe, avec une quantité énorme de théories du complot qui, pendant de nombreuses années, vont empoisonner la vie de la survivante, Zofia Kašnitsa. Le texte est repris par d'autres journaux, s'enrichit de nouveaux détails, de conjectures, de rumeurs. L'article est signé d'un certain LS, l'auteur s'étant contenté de ses initiales. Mais grâce aux archives, il est aujourd'hui facile de savoir qu'il s'appelait Ludwik Stepanski. Il n'était autre que le père des 2 jeunes alpinistes qui avaient abandonné leurs camarades et une famille à une mort certaine en montagne. Ludwik est un journaliste connu à Cracovie, spécialisé dans le sport et l'alpinisme. Il a des relations,
de l'autorité et un accès à la presse. Évidemment, si la vérité avait éclaté, la réputation des alpinistes aurait été détruite. Jean et Alfred Szczepanski sont jeunes, prometteurs. Ils ont une carrière devant eux. Et voilà une telle tâche. Avoir abandonné un camarade, ne pas avoir signalé sa disparition, être rentré en ville et s'être tu. Cela aurait pu leur coûter tout. Les frères Szczepanski, leur père, les sauveteurs, tous savaient parfaitement que les conditions météorologiques ce jour-là étaient extrêmes. Les météorologues le confirmeront plus tard. Vent de la force d'un ouragan, température proche de zéro, hypoxie. Que la famille Kajnitsa n'était pas composée de touristes expérimentés, mais de simples amateurs qui s'étaient lancés sur un itinéraire au-dessus de leurs forces. Et Ludwik Szczepanski détourne délibérément l'attention du public de ses fils en insinuant que la faute en revient à une perfide empoisonneuse. Il crée une conspiration là où il n'y en a pas. Bien sûr, une version aussi sensationnelle est reprise avec enthousiasme par le public. C'est le début de la construction de multiples théories du complot. Les journaux publient des lettres de lecteurs avec de nouvelles hypothèses. Quelqu'un se souvient avoir vu le procureur au restaurant avec une femme inconnue. Un autre affirme que Zofia a été vue dans une pharmacie achetant des substances suspectes. Et plus personne ne se souvient des frères Szczepanski. Ils se dissolvent dans le bruit médiatique. Ce journaliste mal avisé est le premier à suggérer que le cognac que la femme a fait boire à ses compagnons était empoisonné. Il écrit noir sur blanc: il n'est pas exclu que la boisson contenait une substance provoquant une paralysie cardiaque. Mais l'autopsie n'a rien révélé de tel. Et Szczepanski connaissait parfaitement ces résultats. Il avait des contacts dans la police et avait eu accès au rapport d'autopsie avant même de publier son article. Mais cela ne l'a pas arrêté. Le texte a engendré d'innombrables théories du complot et des rumeurs qui persistent encore aujourd'hui. Bien sûr, la version selon laquelle Zofia aurait froidement empoisonné 3 personnes pour se débarrasser de son mari et hériter est immédiatement apparue. On disait qu'elle voulait divorcer depuis longtemps, mais que dans la Pologne catholique des années 1920, un divorce était un scandale, une perte de statut. Alors que là, en tant que veuve, elle suscitait la compassion et recevait une pension, une maison, les économies. La version d'un assassinat politique a aussitôt surgi. Le cognac aurait été offert au procureur par un collègue ou un client et empoisonné par ses ennemis. Zofia n'en aurait rien su, se contentant de donner à boire à son mari et devenant ainsi involontairement l'instrument d'un crime commis par autrui. Cette version était soutenue par ceux qui connaissaient les affaires de Casimir. Il avait en effet mené plusieurs procès retentissants et s'était fait des ennemis. Et bien d'autres versions encore, jusqu'aux plus mystiques et insensées. Certains parlaient d'une malédiction des montagnes, des esprits des Tâtres qui ne tolèrent pas les étrangers. D'autres affirmaient qu'il y avait une zone anormale sur le col, où les gens perdaient connaissance et mouraient sans raison apparente. Un occultiste a même écrit un article affirmant que la famille Kajnitsa avait violé un ancien interdit et avait été punie par des forces supérieures. Mais revenons en 1925. L'autopsie a été réalisée le 6 août, le lendemain de l'arrivée des corps à Zakopane. Elle a été menée par le docteur Marian Sakiewicz de Cracovie, un médecin légiste expérimenté qui avait l'habitude de travailler sur les corps d'alpinistes. Voici sa conclusion, citée presque mot pour mot. La mort des 3 personnes n'a pas été causée par des actes de violence de tiers. En particulier, elle n'est pas le résultat d'un empoisonnement. L'analyse du sang, du contenu de l'estomac et des organes internes n'a révélé la présence d'aucune substance toxique. La cause de la mort, écrit le médecin, est une paralysie cardiaque résultant de l'épuisement dû aux difficultés de la marche dans des conditions météorologiques très défavorables. D'autant plus que des modifications anatomiques prédisposant à une telle issue ont été observées dans les cœurs.
Chacun des défunts avait un cœur significativement hypertrophié et présentait de graves défauts du système circulatoire. Chez Casimir, les parois du cœur étaient épaissies. Les valvules fonctionnaient mal, signe typique d'une insuffisance cardiaque chronique. Il souffrait également de problèmes d'estomac et de vésicule biliaire. L'autopsie a révélé des lésions ulcéreuses et une inflammation. Quant à Václav, une tuberculose au stade actif a été découverte. Ses poumons présentaient de multiples foyers infectieux, ce qui explique son essoufflement et sa faiblesse, ainsi que des problèmes cardiaques, une malformation congénitale dont ses parents n'avaient peut-être pas connaissance. Le médecin poursuit. La fatigue du muscle cardiaque est survenue en même temps que la fatigue des muscles des membres et du tronc. L'organisme avait épuisé toutes ses réserves. Dans des conditions d'hypoxie, d'hypothermie et d'effort physique extrême, le cœur s'est tout simplement arrêté. Il conclut que même la mort de Wasserberger, un homme jeune et physiquement robuste, n'est pas étrange dans de telles conditions. Un séjour prolongé dans une zone de vent de la force d'un ouragan, le manque d'oxygène, l'hypothermie, le stress, tout cela a pu conduire à un arrêt cardiaque, même chez une personne en bonne santé. D'autant plus que M. Wasserberger portait un adolescent sur son dos, ce qui a multiplié la charge. Et il faut dire que les conditions météorologiques ce jour-là étaient vraiment effroyables. Les observations de la station météorologique de Zakopane indiquent que la vitesse du vent en altitude pouvait atteindre 120 km/h, ce qui correspond à un ouragan très violent, comparable à des tempêtes tropicales. La température de l'air est tombée à 0 degré, et avec le refroidissement éolien, la température ressentie était de moins 15 degrés. Les touristes portaient des vêtements d'été, des vestes légères, des chemises en coton. Je rappelle que nous étions en août et qu'ils ne s'attendaient pas à de telles conditions. Voici ce qu'en pense le météorologue Apollon Ustival, qui a été consulté plus tard pour l'enquête. Une zone de dépression a pu se former, ce qui se produit lors de vents aussi forts. L'air est en quelque sorte aspiré hors de l'ouragan, ce qui rend la respiration difficile. Cela provoque une hypoxie, un manque d'oxygène et une détérioration brutale de l'état général. La personne commence à suffoquer, le cœur bat plus vite, mais l'oxygène manque toujours. La panique s'installe, puis la perte de connaissance. Le col de glace est un endroit unique du point de vue météorologique. Le vent d'ouest n'y rencontre aucun obstacle, tous les sommets à l'ouest sont plus bas que le col. Cela crée un effet de tunnel aérodynamique. De plus, sur les crêtes déchiquetées, le vent le plus fort souffle dans les crevasses et les passages étroits, où il prend la forme d'un entonnoir et s'accélère encore. Même les alpinistes expérimentés évitent ce col par mauvais temps. Descendre en altitude n'aide pas beaucoup non plus. La vallée forme une grande cuvette à travers laquelle le vent souffle sans obstacle. Cela signifie encore plusieurs heures d'essoufflement, d'hypoxie et d'hypothermie que tout le monde n'est pas capable de supporter, surtout les personnes souffrant de maladies cardiaques. Cependant, les conspirationnistes étaient déjà impossibles à arrêter. La vie de Zofia, la survivante, est devenue un enfer. Aucune accusation officielle n'a été portée contre elle, bien sûr. Il n'y avait aucune preuve, et l'autopsie avait révélé des causes de mort naturelle. Mais les discussions et les rumeurs dans son dos créaient une pression sociale colossale. Elle ne pouvait pas sortir dans la rue sans que les gens ne chuchotaient derrière elle. Dans les magasins, les vendeurs refusaient de la servir. Les voisins changeaient de trottoir en la voyant. Les enfants la narguaient. « L'empoisonneuse! L'empoisonneuse !» Quelqu'un a écrit « Assassine » au charbon sur la porte de sa maison. Des lettres de menaces arrivaient presque chaque jour. Zofia a tenté de donner des interviews, d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Mais ses paroles étaient soit ignorées, soit déformées jusqu'à en devenir méconnaissables. Un journal a écrit « Madame Kaznika affirme que le temps a tué son mari, mais est-ce le temps qui verse le cognac ?»
Un autre a cité ses propos en les inversant complètement, transformant ses justifications en un aveu indirect. Selon ses proches, la femme est morte peu de temps après ces événements. Elle n'a pas vécu 1 an de plus. La cause officielle du décès est une insuffisance cardiaque. Mais ses proches disaient qu'elle s'était simplement effondrée sous le poids des accusations. Elle avait cessé de manger, de dormir, de sortir de chez elle. Elle restait assise près de la fenêtre, à regarder dans le vide. Et un matin, on l'a retrouvée morte dans son fauteuil, paisiblement, sans lutte, comme si elle s'était simplement endormie. Voilà une histoire ancienne, complexe et très sombre. L'histoire de la façon dont une tragédie se transforme en sensationnalisme, dont les faits se noient dans les rumeurs et dont un survivant devient coupable, simplement parce qu'il a survécu.